Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Fondements philosophiques de l'écologie, étude philosophique de la biologie, étude du principe de responsabilité de Hans Jonas par Paul Ricoeur. Premièrement, une nouvelle expression de l'impératif catégorique de Kant donné par Hans Jonas. Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité d'une telle vie. Il est important de remarquer que l'on ne puisse formuler l'impératif de la responsabilité sans si impliquer la vie. Pour le faire comprendre, partons de ce qui est le plus connu de l'éthique de Jonas, à savoir la réorientation vers le futur du concept ordinaire de responsabilité que l'auteur estime limité par le regard rétrospectif jeté sur des actions déjà commises. Ce futur prochain impliqué dans l'usage du concept de Jonas de responsabilité en droit civil ou en droit pénal fait encore partie de la sphère d'action contrôlée par l'agent lui-même, s'inscrit dans son rapport de réciprocité entre celui-ci et la victime éventuelle qui a subi de sa part dommages ou tort. Responsabilité et imputabilité, selon Paul Ricoeur. Si dans son usage ordinaire, le concept de responsabilité et celui d'imputabilité ne peuvent être distingués, il n'en est plus de même dans le nouveau principe responsabilité. C'est certes encore le futur d'homme agissant et souffrant, mais sous la condition de la survie de l'humanité, le nouveau principe ne vise donc l'agir de l'humanité future qu'à travers son vivre et son survivre. On comprend pourquoi ce futur lointain est le lieu d'une crainte spécifique pour laquelle Jonas mobilise une heuristique de la peur. Une crainte portant sur le danger possible, même s'ils ne sont pas probables, qui menacer l'humanité au niveau de son vivre et son survivre. C'est le cas du danger qui affectait l'écosystème à l'abri duquel se déployaient les activités humaines ou qui résultait de l'application de sciences de la vie à la reproduction, à l'identité génétique de la vie humaine, au fonctionnement cortical ou au comportement biologique de l'homme. Si par la technique l'homme est devenu dangereux pour l'homme, c'est dans la mesure où il met en danger le grand équilibre cosmique et biologique qui constitue le socle vital de l'humanité de l'homme. Bref, l'homme met en danger l'homme en tant que vivant. Deuxièmement, le lien entre responsabilité et danger pour l'humanité à venir. Ce lien impose d'ajouter au concept de responsabilité un trait qui le distingue définitivement de celui d'imputabilité, celui qui se tient pour responsable. Se sont effectivement responsables celui à qui confier la garde de quelque chose qui est périssable. L'objet, ou pour mieux dire, le vis-à-vis de la responsabilité, c'est le périssable en tant que tel. Or, qu'est-ce que plus que tout peut être menacé, sinon ce que peut être perdu ou sauvé, c'est-à-dire le périssable. C'est-à-dire le périssable. Et quoi de plus quoi de plus périssable que la vie, reconduite à la mort par l'intermédiaire maléfique de l'homme, parce que, par ce nouveau bé, l'idée de vie paraît indissolublement impliquée par la formulation de nouvelles impératifs. Troisièmement, c'est la science biologique qui donne à penser aux philosophes, selon Paul Ricoeur. Que la vie divise que la vie dise fondamentalement oui à la vie, voilà l'intuition que Jonas met à l'œuvre dans son deuxième grand ouvrage publié dont le titre
Organisme et liberté, 1973. On se tromperait gravement si l'on voyait dans cette philosophie de la vie la suite de philosophie romantique de la nature. Il ne s'agit pas tant de philosophie de la vie, mais bien de philosophie de la biologie. C'est la biologie, la science biologique qui donne la pensée aux philosophes. Elle est faite en lui, présentant le phénomène majeur de l'organisation dans lequel le philosophe est appelé à discerner le commencement d'un développement qui trouve son accomplissement dans la liberté humaine. Euh, Deuxième partie de notre intervention est intitulée Les biologies, offre des phénomènes éminemment observables à la spéculation philosophique. Le premier d'entre eux et qui contient en germe toute la suite. Et le phénomène de métabolisme, voici un organisme qui ne cesse d'échanger avec le milieu de substances chimiques et qui dans cet échange entre le dehors et le dedans maintient l'identité de sa structure. C'est dans ce contraste entre la persévérance de la forme et la mutabilité de la matière que Jonas voit la première anticipation de ce que chez l'homme s'appellera liberté en tant qu'indépendance à l'égard des inclinations. Or, le métabolisme marque la première rupture avec un système mécanique comme celui de la montre. Ce processus actif d'auto-intégration donne une première fois sens à la notion d'individu en tant qu'entité ontologique. Il ne s'agit pas encore d'intériorité, mais il est permis de parler d'une entité interne dans la mesure où la continuité métabolique se laisse penser comme continuation, persévérance de soi-même, en soi s'annonce face à un monde. C'est alors la tâche d'une biologie philosophique de suivre le déploiement de cette liberté germinale à travers le niveau de l'évolution organique. Le second apparaît avec l'animalité. Il révèle un ensemble de traits, modalités, perceptions, émotions qui accentent la polarité entre un soi et un monde. Un monde est ouvert en même temps qu'un soi s'intériorise. Ce nouvel ensemble nous met sur la voie d'une réflexion sur la précarité de la vie, thème fondamental de l'éthique ultérieure à mesure qu'augmente la polarité entre soi et le monde. Le prix à payer pour la survie ne cesse d'augmenter, comme le fait bien comprendre une comparaison entre l'animal et la plante. L'animal est exposé à la rareté dans sa quête de nourriture. La crainte accompagne désormais les besoins, le souci de sa préservation est porté au niveau de son tir. L'individuation a pour prix l'altérité du monde et la solitude propre. Le troisième, au niveau proprement humain, est caractérisé par Jonas par la fabrication des images. Le mot pector englobe le mot faber et le mot sapiens. Le mot sapiens. Le mot pector, c'est le mot imago. La fonction symbolique prend en charge la représentation du monde. Percevoir la ressemblance et séparer la forme de la matière. Cette forme qui adhérait encore à la matière dans le phénomène du métabolisme. L'homme donne de nom aux choses, mais les êtres en relation ouvrent le champ des possibles. Ainsi, la liberté se dégage telle par sa distanciation de la causalité. La troisième partie de notre intervention est intitulée La portée philosophique de la réflexion sur le phénomène majeur de l'organisation. Cette portée est considérable au égard à son intégration ultérieure dans le champ de l'éthique. Trois leçons méritent d'être retenues. En premier lieu, la vie est remise à la place d'honneur entre les deux extrêmes de la conscience
hypostasié par l'idéalisme et de la manière déployée de signification et de valeur par le matérialisme. Avec le métabolisme, la dimension d'intériorité se révèle appartenir à la vie et le phénomène d'auto-organisation rend caduque l'opposition ruineuse entre le corps et l'âme. La liberté est ainsi implicitement représentée dès le début de la vie. Elle mérite d'être tenue par un mode d'être objectivement discernable. En second lieu, la précarité de la vie ne cesse de croître en même temps qu'augmente la polarisation de soi et du monde. Le phénomène de métabolisme implique déjà la menace de destruction, mais ce n'est qu'avec l'humanité que la peur, la souffrance et la solitude sont ressenties dans toute leur virulence. Le péril requiert d'être énoncé en termes ontologiques. La possibilité d'un être accompagne comme son ombre l'assertion de l'être pour la vie et fait de la vie une aventure improbable et révocable. En troisième lieu, cette leçon que nous conduit au seuil d'une éthique ontologique fondée. Le phénomène d'auto-organisation, germe de l'auto-transcendance, permet de parler d'un témoignage que la vie se rend d'elle-même. La vie ne se prouve pas, elle se prouve et s'atteste. Ces témoignages est opposé à la conception moderne selon laquelle la matière morte est une évidence et la vie une énigme. Une discussion de cette philosophie de la biologie demanderait de longs développements. Euh, Premièrement, d'abord, sur le plan de la méthode, il faudrait s'interroger sur la sorte de recroisement que la philosophie opère entre les faits observable que la biologie place sur la ligne ascendante de l'auto-organisation et le mouvement de la réflexion précédant de façon régressive pour se porter à la rencontre de l'observation biologique. La notion de témoignage de la vie sur elle-même se situant au point de rencontre de deux lignes, de ligne ascendante observation, l'autre descendante réflexion. Ensuite, sur le plan de la doctrine, il faudrait s'interroger sur la nature du développement qui de l'amibe conduit à l'homme. C'est ainsi qu'une confrontation avec Whitehead et avec les deux variantes de l'évolutionnisme s'imposerait, que repose de borner à noter que le thème de la précarité de la vie éloigne autant Jonas d'un optimisme évolutionniste à la Teilhard qu'un probabilisme qui joindrait hasard et nécessité comme chez Jacques Monod. Jonas est très discret quant au fondement de ce qui ne peut pas être caractérisé comme une philosophie téléologique de ce qui ne peut pas, être caractérisé comme une philosophie téléologique qui a une finalité théologique. Sa conviction profonde est que le projet de la vie ne saurait être étranger au fond de l'être, quel que soit celui-ci, mais il entend ne pas mêler les conjectures sur l'origine aux certitudes portant sur des commencements qui ne prétendaient pas occuper la place de l'origine. En ce sens, sa philosophie de la vie entend ne pas excéder les limites d'une philosophie de la biologie. Quatrième partie de notre intervention, sur quoi fonder l'impératif qui demande que rien dans notre action n'empêche la vie de se développer. Il s'agit
d'une porteuse humanité elle-même et d'un être vécu. Ce que si on est en enjeu et l'inclusion de l'idée de vie dans la formulation même de l'impératif. Cette fonction, selon Jonas, ne peut être qu'ontologique dans la mesure où ce qui est à justifier, c'est la continuation d'une existence et non la rationalité d'un principe de moralité. Qu'une vie doive encore exister après nous. Voilà ce que doit être démontré. C'est dans le cadre de cette entreprise de fondation ontologique de nouvelles impératifs qu'il faut maintenant replacer les conclusions de la philosophie de la biologie. Pour en venir à une fondation digne de ce nom, Jonas n'hésite pas à prendre le plus grand détour. Il commencera comme Leibniz et fera précéder la question l'homme doit-il être par la question quelque chose doit-il être plutôt que rien, le devoir être de quelque chose non en effet pour seul opposé que le rien. Or l'être vaut mieux que le rien. Il vaut mieux qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. L'affirmation de l'être est en ce sens à la fois ontologique et éthique. On aperçoit la conséquence encore lointaine, choisir la disparition de l'humanité au-delà du suicide de tel individu. C'est nier le primat de l'être comme tel sur le rien. La question est celle de pourquoi, au sens de cela, vaut-il la peine d'être? Elle est celle de la préférence de l'être au rien. Valeur et existence coïncidaient dans la question. La réponse à la question est de l'ordre autoréférentiel. Imputer ou non une valeur à quelque chose, c'est déjà s'y placer dans une perspective où il a déjà été décidé de la préférence de l'être ou non d'être, lequel n'est ni valeur ni non-valeur. L'affirmation que la valeur a droit à l'être est seulement l'envers de l'affirmation que l'être vaut au sens de vaut mieux que rien. Deuxièmement, mais existe-t-il une chose telle que la valeur lui sont objectivement attachés? Existe-t-il un être qui implique notre responsabilité à l'égard de son caractère périssable? Cet être, c'est le vivant, est en lui la vie même. C'est dans le oui à la vie que le non opposé au non-être sont racines, car dans la vie, l'être est explicitement confronté au non-être. Le mode de son non-être, écrit Jonas en 1979, est la conservation pour agir. Avant l'homme, c'est un oui aveugle que la vie prononce sur elle-même. Avec l'homme, le devoir être, enraciné dans l'être, revêt la forme d'une obligation parce que l'homme peut vouloir se détruire, alors que dans la nature, l'autoconservation n'a pas à être commandée. Chez l'homme, elle fait l'objet d'un choix. Dans le vocabulaire employé par Jonas, la vie en tant que telle était orientée vers des fins. Avec la conscience fin se revêtait la signification de valeur. Dans toute fin, l'être se déclare en faveur de lui-même et contre le non-être. L'exiologie ne cesse d'être subordonnée à l'ontologie, dans la mesure où l'être du vivant vaut la peine d'exister. Seule la possibilité d'un anéantissement actif et volontaire transformé en tâche ce qui est tendance naturelle chez les vivants. Entre la finalité du vivant et l'ordre humain de la valeur et de l'obligation, il y a donc à la fois discontinuité et continuité. La discontinuité d'un plan à l'autre tient au pouvoir dont l'homme dispose de détruire la vie que le porte. Encore faut-il ajouter pour atténuer l'écart que le sentiment de responsabilité introduit un facteur de passivité et de réceptivité au sein du fondement rationnel de l'obligation. On ne se sent responsable avant de se déclarer responsable. La passivité de ce sentiment rappelle les témoignages que la vie rend à la vie.
Cette manière d'être ainsi affectée souligne la parenté entre le sentiment de responsabilité et la compassion, dans la mesure où, comme elle a été due, la responsabilité a pour vis-à-vis le périssable, c'est-à-dire l'autre appréhendé dans sa condition de vulnérabilité. Le sentiment de responsabilité se trouve ainsi totalement accordé à la précarité de la vie. En outre, il n'est pas étonnant que la responsabilité soit d'abord passivement ressentie dans la mesure où se sentir responsable, se sentir chargé d'une tâche, dépositaire d'une mission. Euh, cinquièmement, cinquième partie, pour illustrer sa démonstration, Hans Jonas propose deux exemples de responsabilité qu'il tient pour paradigmatique, celui de la responsabilité parentale et celui de la responsabilité politique. Premièrement, la responsabilité parentale. La naissance engendre une responsabilité du côté parental de seul fait qu'elle survient. Et l'obligation que lui est attachée est unilatérale. Aucun droit explicite ne lui correspondant du côté de renouveau né. Et c'est donc les et le nom le doit être coïncidé exactement. Le nouveau-né rend responsable le parent naturel ou adoptif. En ce sens, Jonas peut dire que le premier devoir être procède de la chose, de la cause à nous confier. Ce qui est ici en jeu, c'est une relation de confiance, laquelle constitue un bien substantiel dont la simple existence comporte sa propre force d'obligation. La naissance de l'enfant nous rend responsable pour ses biens. D'un côté, ces biens concernent l'enfant dans sa totalité, comme la chose à faire croître. D'un autre côté, cette croissance implique la continuation d'une existence ouverte sur un avenir indéterminé. Le caractère futurible propre de ce don, on a la responsabilité et le véritable aspect d'avenir de la responsabilité. La responsabilité, en ce sens, est le complément moral de la continuation ontologique de notre être temporel. La fragilité et la vulnérabilité de cet être en croissance soulignait plus fortement encore la force et l'obligation attachées à la simple existence exigeant préservation et perpétuation. Maintenant, responsabilité politique de l'homme de l'État. On ne nie pas, ici non plus, que le pouvoir soit objet de brugue, et donc jusqu'à un certain point objet de choix. Mais l'exercice même du pouvoir engendre une série de charges solidaires, des exigences constitutives de la chose publique. En ce sens, l'homme d'État porte le poids de charges qui concernaient la collectivité dans sa totalité, comme précédemment l'éducation concernait l'enfant dans sa totalité. Et l'avenir de cette totalité n'est pas plus maîtrisable que celui de l'adulte à venir total et ouverte, et l'avenir qui de part et d'autre est pris en charge chaque fois l'être humain, même s'il fut autrement, n'était moins achevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Finalement, c'est de la perpétuation de l'art de gouverner que l'homme politique est responsable. Le maintien de sa propre présupposition fait partie du clair des charges de l'art de gouverner. Tout art de gouverner porte la responsabilité d'un art de gouverner futur. Les deux modèles de responsabilité ne relevaient avoir en commun les deux traits suivants. Une charge confiée dont l'existence engendre une obligation, une entité périssable qui appelle pour sa survie et sa croissance
le soin de quelqu'un rendu responsable par cet appel même. Sur la base de ce trait commun, il est possible en généralement de parler de la responsabilité de l'homme pour l'homme. L'humanité de l'homme est assumable à une charge confiée. Et cet être ainsi commis à nos soins est périssable en tant que vivant, soumis en outre aux élats et aux périls de la vie en société. Ce statut de dépendance ignorante au sentiment de responsabilité atteste la non-autarcie de l'homme. Certes, l'idée d'humanité comporte une dimension non biologique. Ces vivants à protéger dans leur croissance soit aussi nos semblables en tant que sujet potentiel de responsabilité. Nous sommes responsables de la perpétuation de la responsabilité elle-même. En ce sens, le deuil d'humanité dépasse le deuil de vie, mais elle partage avec celle-ci ce lien indéfectible entre l'être et le devoir-être. Sixième partie, à la fragilité de la vie, l'homme de la technique ajoute une fragilité supplémentaire qui est son œuvre. La référence de l'éthique de la responsabilité à l'ontologie de la vie biologique être, s'avère être une clé importe le principe de responsabilité jusque dans ses analyses détaillées de phénomènes technologiques placés sur l'arrière-plan de la téléologie du vivant. La grande aventure technicienne de l'homme prend en effet en relief ses essents. D'une part, la menace que l'homme fait peser sur l'homme prend en quelque sorte le relais, les menaces auxquelles les autres vivants sont déjà soumis. À la fragilité de la vie, l'homme de la technique ajoute une fragilité supplémentaire qui est son œuvre. Mais alors que la vie comporte sa régulation propre, qui est longtemps fait de la nature, l'enclos invulnérable de l'histoire humaine, l'agir humain, ce sont d'être réglés par des fins naturelles et le siège d'une mesure spécifique. C'est seulement de nos jours que nous en apercevons l'ampleur par leur dimension cosmique, par leurs effets cumulatifs et irréversibles. Les techniques ouvraient en effet une carrière illimitée à une dangerosité sans précédent dans l'histoire de la vie. La préservation de la vie avait toujours en eux un coût. Avec l'homme, ce coût se prit à payer peut-être l'anéantissement. Il appartient de lors à la liberté humaine de s'assigner à elle-même des fins et de se donner le pouvoir de l'exécuter. De même que la dangerosité créée par l'homme s'ajoute à la fragilité de la vie, la responsabilité peut être dite prendre la relève de la finalité naturelle. Septièmement, difficulté résultant du lien établi par Jonas entre son éthique de la responsabilité et l'ontologie qui prolonge sa philosophie biologique. On pourrait en effet objecter que la philosophie de la biologie est inapte à donner au principe à responsabilité le fondement ontologique recherché, dans la mesure même où le pouvoir de l'homme échappe aux régulations naturelles et appelle une autodiscipline de notre nature. La réponse à cette objection permet peut-être de mieux comprendre en quel sens l'ontologie de la vie est incorporée au principe responsabilité. Chez Jonas, en effet, la finalité naturelle ne prétend pas jouer le rôle de modèle comme ce pourrait être le cas dans une interprétation d'ailleurs discutable de la morale d'Aristote. Le principe responsabilité ne dit pas impose à ton action une retenue, une modération, bref,
une mesure semblable à celle dont la nature dit spontanément l'activité du vivant. Ce n'est pas au titre d'une imitation de la nature que l'ontologie de la vie se trouve incorporée non seulement à la formulation, mais plus radicalement à la fondation du principe responsabilité. Le principe responsabilité demande seulement de préserver la condition d'existence de l'humanité, au mieux l'existence comme condition de possibilité de l'humanité. C'est bien l'homme en tant que vivant qui est objet de la sollicitude. C'est pourquoi le principe responsabilité prend en charge la vulnérabilité spécifique que l'agir humain suscite dès lors qu'elle s'ajoute à la fragilité naturelle de la vie. En ce sens, le lien de la responsabilité reste la fragilité de la vie. On ne saurait que dire que le principe responsabilité relève d'une morale naturaliste. C'est au contraire au niveau de l'agir humain et par des moyens techniques appliqués de façon corrective aux techniques que l'éthique de la responsabilité délimite son champ d'exercice. Ce sont en outre des moyens institutionnels appropriés que sont seuls capables de prendre en charge le coût du progrès technique. Dire que l'homme est responsable envers la nature, ce n'est donc pas dire qu'il faille chercher dans la nature le modèle de la mesure à imposer à les dérives technicistes. Il est clair que l'intérêt de l'homme coïncide avec celui du reste du vivant et celui de la nature entière en tant qu'elle est notre partie terrestre. C'est pour contrecarrer la réduction anthropologique de l'éthique que l'on pose une obligation à la fois une et double, une obligation une dans la mesure où l'objet de sa responsabilité et sa propre reproduction de d'autres sujets responsables comme nous. En ce sens, le principe de responsabilité est autoréférentiel, lors même qu'il ouvre sur une humanité future et un avenir inconnu. Une obligation double en ce sens que la dignité propre de la nature doit être affirmée à l'encontre de l'arbitraire de notre pouvoir. Nous sommes redevables à la nature de siéger à son sommet tout en restant inclus dans son ordre avec le reste du vivant. Même si l'obligation à l'égard de l'autre homme reste première, elle inclut la nature comme la condition de la survie de l'homme et comme un élément de sa complétude existentielle. C'est dans le cadre de ces destins solidaires qu'il peut être parlé de la dignité propre de la nature. Cette dignité pose une limite à la réduction utilitaire qui cautionne l'exploitation sans fin de la nature, selon l'adage faisant de l'homme le maître et possesseur de la nature. Ainsi, même l'affirmation de ce destin solidaire sous le couvert de celle-ci, l'affirmation de la dignité propre de la nature ne se faisait pas à assimiler le principe de responsabilité à une morale naturelle. Cette identification constituera un grave malentendu, lequel est peut-être à la base de maintes critiques adressées à une éthique qui se présente comme éthique de la préservation. Loin de procéder de quelques enseignements de la nature, celle-ci occupe la même place que celle de progrès et de perfectionnement illimité. L'homme de structure potentielle de travail téléologique de la nature doit prendre en charge au niveau de son vouloir le oui que la nature adresse à l'être et le non qu'elle oppose à non-être. Ce qui est sauvé, c'est la présupposition de l'homme. Nul ne peut dire que l'homme soit sans dire que la nature soit. Voilà pourquoi le oui à l'être et que la vie prononce spontanément est devenu au niveau humain devoir être obligation. Euh, En conclusion, on parle du modèle identitaire de type biologique, ethos, triade, éthique, impératif catégorique,
agir pour que les effets de tes actions ne soient pas destructeurs pour la possibilité d'une telle vie. Implication de l'impératif, sois responsable de ta vie, sois responsable de la vie de l'autre, sois responsable de tout le périssable. Identification, la triade langagière, identité interne, continuation et préservation de soi, heuristique de la peur, moyen de préservation désigné par l'homme, organisation. Triade, praxique, métabolisme, auto-organisation, prise en compte, précarité de la vie, ouverture de champ possible, homo pictor. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir pour une autre intervention à venir. Merci bien. Au revoir.